bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Bonjour Amine, notre metteur en ondes. Bonjour André. Bonjour Chantal. Alors, à l'affiche aujourd'hui. White Dog, d'après Le chien blanc de Romain Gary. C'est une adaptation, une mise en scène et des marionnettes de Camille Trouvé, et c'est à la MAC de Créteil que je l'ai vu. La peur de François Hien, mise en scène lui-même et Arthur Fourcade, que j'ai vu à la Tempête. Un spectacle musical, Les Sea Girls, Dérapage, dans la mise en scène de Pierre Guillois à la Scala. Nos âmes se reconnaîtront-elles de Simon Abkarian. C'est au théâtre des Amandiers de Nanterre, et c'est donc Simon Abkarian qui met en scène et qui joue avec Marie-Sophie Ferdan. La falaise des lendemains d'Iscan Jazz Opéra, d'après le livret de Jean-Jacques Ftida, et c'est une composition et orchestration de Jean-Marie Machado que j'ai vu à la MAC de Créteil. Et j'ai vu au Gémeaux parisien Maupassant Inside de Gérard Savoisien, mise en scène d'Anne Bourgeois. Alors Chantal, Chien blanc, oui, donc... c'est l'histoire de ce chien adopté, c'est une histoire vraie, par Romain Gary, et qui a été dressé comme un chien raciste. Oui, donc c'est une adaptation, donc on est à l'époque de discrimination raciale, et on a un roman autobiographique avec, comme tu viens de le dire, l'histoire de Romain Gary et puis de sa femme, Jane Seberg, qui était très engagée pour l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Alors moi, j'y suis allée en matinée scolaire, et j'ai vu la force du spectacle par l'écoute très attentive des jeunes collégiens, parce que je crois qu'ils ont extrêmement bien senti les enjeux humanistes de ce texte, et ils ont compris comment on pouvait instrumentaliser dans le dressage les haines raciales. C'est vraiment un très beau plaidoyer contre la bêtise humaine. Donc c'est un texte qui est propice à la réflexion, parce que, dans la mise en scène, on a l'auteur, Romain Gary, qui est présent dans le texte. Par exemple, à certains moments, il dit son texte dans le dictaphone. C'est une scénographie que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle affronte directement toutes les problématiques, et puis elle les rend très vivantes. Chacun des trois protagonistes principaux, Romain, sa femme, Jane, et puis le noir, Case, qui sera l'employé d'un parc zoologique, et c'est lui qui récupérera ce fameux chien blanc qui a été dressé dans le sud américain pour la sauvagerie. C'est lui qui va essayer de modifier ce chien. Mais la fin est tragique, et puis il y a beaucoup de pessimisme dans ce texte-là. Donc les marionnettes sont à taille humaine, et le chien blanc est extrêmement bien réussi, parce qu'il a la taille imposante et la couleur symbolique pour nous faire peur. J'ai beaucoup aimé aussi la scénographie, parce qu'on a ce plateau tournant, et sur ce plateau tournant figurent des personnages, et qui seront projetés dans des ombres chinoises. Il y a des effets de lumière qui sont très beaux, et les comédiens, ils sont alors vraiment en fusion avec leurs représentants marionnettes. Il y a un accompagnement musical un peu jazzy, avec des chansons aux sonorités afro-américaines, et ça ajoute une tension vraiment maximale. C'est très plastique, avec ces beaux papiers blancs un peu rigides dont on entend le bruit. Véritablement, c'est un très beau travail de création, de manipulation de marionnettes, de Camille Trouvé, de Brice Berthaud, et ils ne sont que 4 sur scène, mais ça donne un grand spectacle. Je l'ai vu à la MAC, ça sera en tournée, ça sera le 21 mars au théâtre Gérard Philippe, et puis plus tard à Besançon en avril. André, la peur. La peur. Alors, donc c'est l'histoire d'un
d'un prêtre euh, qui, euh, qui est sollicité par son évêque. Il est sollicité par son évêque parce qu'il a publié la lettre d'un d'un pédocriminel, hein, qui, qui donc a reconnu ses torts et qui donc, évidemment, ça se reporte sur la hiérarchie qu'il a tolérée, qu'il a cachée, qu'il a... donc, et on va voir que cet évêque est venu faire chanter, plus ou moins, le prêtre. Il lui a déjà confisqué, on ne sait pas encore pourquoi, Sa fonction. son diocèse, je ne sais pas comment Oui, ça s'appelle. diocèse, Oui. Et bon, donc on va avoir un retour en arrière qui va nous montrer comment tout ça s'est construit et pour quelles raisons peut-être ce prêtre va faire marche arrière et va couvrir son évêque. Alors, on a le personnage donc du prêtre, le personnage de la sœur de celui-ci, le personnage de l'évêque et le personnage du petit ami du prêtre. Parce que, évidemment, hein, on découvre que ce prêtre est homosexuel et qu'il a rapporté du Maroc un petit jeune homme, hein, et que ça s'est un peu su trop et que c'est pour ça qu'il s'est fait... Bon, ce que je veux dire, voilà. Et quel est le problème avec cette pièce, hein, qui donc d'un certain point de vue, dénonce virtueusement hein, les problèmes qu'on connaît de l'Église. Bon, c'est que je crois qu'il faut être catholique, vraiment, pour apprécier. Parce qu'on est vraiment dans le point de vue de la religion. Et on va s'intéresser hein, à comment interpréter ou ne pas interpréter tel ou tel point, comment se cacher derrière telle ou telle pratique, voilà. Et donc, du coup, si on n'est pas intéressé par ce point de vue interne, si je puis dire, hein, et si on n'est pas intéressé par le fait que ce soit une sorte de point de vue d'auto-justification d'une certaine manière, enfin de lessivage ou je sais pas quoi, hein, voilà, je trouve que c'est un peu, voilà, C'est communautaire en quelque voilà, sorte. c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu communautaire pour moi, et donc ça m'a pas complètement enthousiasmé. Chantal, les filles de la mer, le dérapage des filles de la mer, le Seagulls dérapage. Oui, donc c'est à la Scala, hein. Moi, j'avoue que j'aime bien voir des choses sur scène. Et là, j'ai vu un décor vestimentaire avec plein de chapeaux, plein de costumes, etc. Et ça me fait plaisir. Alors, le début peut un peu nous dérouter parce que ces chanteuses, ces trois chanteuses, eh bien, elles nous tournent le dos et en fait, elles vont chanter de l'autre côté. Bon, on va bien comprendre, d'ailleurs, elles vont le dire, elles aussi, dans un moment d'autodérision, que ça peut perturber le spectateur parce que dérapage, c'est ce qui se passe dans les coulisses. C'est eh bien, ce qu'on aimerait bien entendre, mais ce qu'on ne devrait pas non plus entendre hein, de la part de ces professionnels. Alors, il y a tout ce qui est relatif à leurs petits tracas vestimentaires, à leurs tensions, etc. Mais alors, au niveau costume, c'est très beau. Et il y a un moment donné, on exhibe des masques. Il y a des masques de cacatoès, de méduses, qui sont éblouissants. C'est Pierre Guillois, on le connaît bien, hein, qui met en scène. Et évidemment, sa force, c'est le rythme. Alors, tous les changements de costume, et il y en a de très nombreux, qui se font à vue, eh bien, sont extrêmement rapides. Et en même temps, il y a du texte. Alors, ces costumes, c'est bien parce que d'une certaine façon, il théâtralise toutes les chansons et il crée
des situations. Moi, j'ai été éblouie par un visuel qui est étonnant, paillettes, baroque, parfois carnavalesque. On va avoir par exemple deux gros masques avec des yeux et puis de la bouche, et ils vont les faire rire et pleurer, et c'est assez étonnant. Alors les chansons, c'est aussi une mise en abîme, puisque ça parle de quoi? Ça parle des personnes et ça parle aussi des vedettes. Alors il y en a une que j'ai beaucoup aimée, qui est « Je suis une professionnelle », et ces chanteuses, elles sont habillées de cuir blanc, des grandes bottes blanches, des perruques lisses. Les comédiens, intégrés au spectacle, ils ont leurs costumes zébrés et leurs chapkas noirs et leurs lunettes, et ils apportent une dimension parodique. Même la technicienne de plateau, et c'est normal puisqu'on est dans les coulisses, elle aura son petit moment d'honneur. Donc vraiment, ces comédiennes, elles chantent très bien, et en plus, elles ont quand même une force théâtrale parce qu'elles sont grimaçantes, elles sont physiques, et on a un très beau final, alors avec plumes et paillettes, et un petit moment où les spectateurs sont invités à participer et le font de très bon cœur. C'est à la Scala, ce dérapage. André, nos âmes se reconnaîtront-elles de Simon Abkarian? C'est au théâtre des Amandiers de Nanterre. Je vois des belles choses dans ce théâtre. Hein. Il est en reconstruction, mais dans la partie, provisoire, on voit de très belles choses. Alors, on prend Abkarian, écrit, et met en scène et joue ce texte, mais tout est bien. C'est-à-dire que d'abord, il écrit une histoire qui est les retrouvailles d'Hélène et de Ménélas quand la guerre de Troie est finie. Après, à Troie, mais Paris c'est mort, et donc on va avoir cet homme qui n'a pas fini d'aimer cette femme, et cette femme qui a aimé cet homme, mais qui a aimé Paris aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on a justement la vision d'une Hélène qui est finalement, qui a été le jouet, c'est pas explicite, mais c'est la vérité, elle a été le jouet des dieux, hein, puisque, vous rappelez, hein, les trois grâces, etc. Enfin, c'est pas leur spectacle, mais malgré tout, hein, c'est la tragédie. Hein, et on voit que cette femme, d'une certaine manière, se révolte d'une certaine façon contre le sort qui lui a été donné, et essaye de trouver, la juste relation impossible avec Ménélas. Alors, on se demande s'ils vont s'aimer à nouveau. Peut-être, il y a de la dramaturgie, hein, évidemment. Et donc, c'est parce que c'est une actrice formidable aussi, hein, qui joue Hélène. Hein. C'est Marie-Sophie Verdun, qu'on a vue là, cette année, dans des tas de rôles les plus beaux les uns que les autres, à commencer par des sections de chute de neige, etc. Et donc, elle est extraordinaire, hein, elle est belle comme Hélène, et en plus, bon, elle a toutes ses qualités de présence et de jeu, et puis, évidemment, Abkarian est très bien. Et la scénographie, j'ai beaucoup aimé, parce qu'elle est très simple. Il y a des grandes, tissus qui vont habiller toute la scène avec pas des projections et des lumières qui vont changer. Et puis une estrade tout au milieu, tout devant, et ces degrés. Hein, ces manières de se poser à tel ou tel degré, ou de monter, et l'un par rapport à l'autre, vont complètement mettre en scène cette relation. Donc, vraiment, je sais que ce spectacle-là, hein, si on fait un récapitulatif de l'année 2025, il y sera. Hein. Ne loupez pas, nos âmes se reconnaîtront-elles au théâtre des Amandiers de Nanterre. Chantal, les
La falaise des lendemains. Oui, c'est un opéra curieux en 3 époques, parce que cet opéra, bon, c'est un conte. Il a des aspects réalistes, il a des aspects légendaires et il a aussi des aspects fantastiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est chanté et joué en 3 langues, anglais, français et breton. Alors la falaise des lendemains, j'ai appris que ça se dit Tornaod on Anthronos. Donc c'est d'après un livret de Jean-Jacques Ftida qui raconte alors une histoire d'après une légende qu'on a au début et à la fin, l'histoire d'une sirène un peu Morgane qui a aimé un flûtiste. Et là, Jean-Jacques Ftida nous raconte les amours impossibles et éternels de Lisbeth avec le marionnettiste anglais qui vient d'Angleterre, Chris, et ils vont avoir un rendez-vous dans cette fameuse falaise. Malheureusement, il y a le grand méchant dragon, le chef des dockers, qui est un prédateur pour Lisbeth, et nous serons en plein drame. Le livret de Jean-Jacques Ftida, pour moi, il est complètement sublimé, j'ai envie de dire magnifié par la composition musicale de Jean-Marie Machado, qui nous entraîne au-delà, bien au-delà du mélodrame, parce qu'il a composé quelque chose, une partition très variée, très sensible, avec des accents modernes, parfois jazzy, parfois folkloriques. Et on a l'orchestre sur scène, l'orchestre d'Anzas, au fond de la scène, et il est intégré dans le décor qui représente une sorte d'échafaudage, symbole de la falaise. Et j'ai trouvé que moi, ça me permettait aussi de rêver. Et il y a une diversité instrumentale qui est très intéressante. Les voix, c'est de l'opéra. Alors, c'est de l'opéra, le grand lyrique, et en même temps c'est un peu de la comédie musicale, et les voix sont très belles. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais le couple, alors Lisbeth, mezzo-soprano, Yete Kéros, et Vincent Eden, Chris, qui est ténor, ils ont une très belle présence vocale sur scène, ils sont très convaincants pour cette histoire d'amour, et moi j'ai beaucoup aimé Eden ténor, parce qu'il a quelque chose du clown triste. Il me faisait penser à Jean-Louis Barrault dans Les Visiteurs du soir. Le méchant, c'est le baryton Florian Bisbrook. Il le fait très bien. J'ai juste une petite réserve sur les costumes. Bon, je sais que ça se passe dans le milieu des gens ordinaires, mais tout de même, moi, je les aurais aimé plus travailler. Et puis, le gestuel, des mouvements chorégraphiques qui sont un petit peu minimalistes pour moi. Par contre, au niveau scénographique, il y a une utilisation de la marionnette qui va devenir excellent alors c'est Jean Lacornerie qui propose des beaux effets de marionnette avec des masques, avec une grande robe qui s'élève vers le cintre. C'est très beau. Vraiment, moi, j'aimais ce caractère un peu audacieux, original, inédit de cet ouvrage, avec vraiment de belles et chaudes émotions musicales. Je l'ai vu à la MAC de Créteil. Je leur souhaite une grande tournée musicale. Maupassant Inside, alors on va vers l'auteur, je suppose. Oui, donc c'est Gérard Savoisien qui a écrit cette pièce qui regroupe Benjamin Bouvet qui joue Maupassant et puis Vanessa Cailleul qui va être Soso, Solange, enfin. On est dans la tête, hein, comme dit le titre de Maupassant, et on est quelques temps avant sa mort. Donc on sait que Maupassant est pratiquement devenu fou à la fin de sa vie sous l'effet de la syphilis qu'il a contractée, dont il va souffrir pendant... Et il va mourir jeune, hein, il meurt à 43 ans ou quelque chose comme cela. C'est pas tout à fait pas tout à fait l'âge de son interprète. Bon, mais peu importe, elle, la jeune fille, elle est vraiment très jeune, et ce qui est important, c'est la différence d'âge finalement, peut-être dans cette
fantasme, puisque peut-être n'a-t-elle jamais existé que dans son imagination, cette Solange. Alors, moi, au début, j'ai assez bien aimé, parce que j'ai trouvé que justement, cette manière de nous projeter, non pas dans la réalité, mais dans l'esprit de quelqu'un qui perd l'esprit, Dans le dans fantasme. le fantasme, Ouais. j'ai trouvé ça assez intéressant, d'autant plus que c'est bien joué de ce point de vue-là. Mais voilà, le problème, c'est comment dramatiser les choses, comment faire que, comment dire, il m'a manqué une progression. Bien sûr qu'on va revenir en arrière, on va voir cette rencontre, on va voir de ces moments, bon, avec cette jeune femme, hein, et des moments qui ne sont peut-être pas fantasmés, mais qui sont peut-être réels, on ne sait pas. Vous avez des scènes. Mais on a, c'est-à-dire que ce qui va moins, hein, c'est à l'intérieur de cette dystopie torturée là, hein, euh, c'est là que ça se répète un petit peu. Voilà. Donc bon, je suis un tout petit peu mitigé. J'ai trouvé des belles choses au départ, et puis après, bon, bah, j'ai trouvé que ça ne progressait pas. C'est installé, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est une très bonne idée. Mais après, bon, je trouve que ça. Voilà. Bon, donc, c'est Maupassant Inside. Et donc, c'est au théâtre des Gémeaux parisiens. Donc, je vous ai parlé de cela, Chantal. À la marque de Créteil, donc La Falaise des lendemains, Discan Jazz Opéra, d'après le livret de Jean-Jacques Ftida, et une belle composition musicale de Jean-Marie Machado. Alors, moi, vraiment, mon coup de cœur, vraiment, c'est Nos âmes se reconnaîtront-elles, texte et mise en scène de Simon de Carian. Je vous ai parlé, évidemment, de Marie-Sophie Ferdan, mais j'ai complètement oublié, et c'est toi qui me fais penser avec tes opéras, la musique. Il y a un aspect musical très important, hein, qui va vers cette tragédie, hein, et donc je voudrais signaler ces deux musiques et voix, Rouchan Filitsek et Lul Nazler. Voilà. Nazlier. Oh là là. Donc, ça, c'est aux Amoyers de Nanterre. Alors, à la Scala, vous pouvez aller voir les Seagirls Dérapage dans la belle mise en scène de Pierre Guillois avec les trois chanteuses. Et puis, une peur catholique, la peur, pardon, que vous allez voir au théâtre de la Tempête. Et une autre peur liée au racisme, White Dog, d'après Romain Gary. Hein, c'est une adaptation et une mise en scène de Camille Trouvé et Brice Berthaud que j'ai vu à la MAC de Créteil, mais qui sera en tournée. Voilà, et puis à la semaine prochaine, j'espère, pour de nouvelles aventures dramatiques théâtrales. Au revoir.